tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la saga de la passe miroir de Christelle Dabos qui se compose de 4 tomes. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais vous en parler puisque j'ai fini la saga il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais vraiment envie de vous faire un retour complet dessus. Donc je vais éviter de spoiler, donc je vais faire la progression tome par tome, donc je vais commencer par parler du 1, puis du 2, du 3, du 4 et enfin de faire un avis global sur ce que j'ai pensé de toute la saga. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça pour éviter de vous spoiler. Comme ça, si vous avez juste lu par exemple jusqu'au 3 et que vous n'avez pas encore lu le 4, bah, vous n'allez pas vous faire spoiler le début de la vidéo. Donc je me suis dit que ce serait plus simple de faire comme ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser et puis bah écoutez, c'est parti. Ok, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que j'ai énormément de choses à dire en fait. Voilà, il s'est passé tellement de choses dans ces 4 tomes. J'ai ma liseuse et j'ai également mon carnet de lecture où j'ai mis mes avis dedans, peut-être que ça pourra m'aider un petit peu. Et puis sinon, j'ai pris ma liseuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était juste pour vous la présenter. J'ai lu les 4 tomes de la passe miroir sur ma liseuse, donc c'était très pratique. Honnêtement, voilà, ça m'a pas dérangé du tout de pas avoir les livres. Autre petite chose que je voulais te dire avant de commencer cette vidéo, c'est que j'ai lu en lecture commune les 3 premiers tomes, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu de lecture fluide puisque c'était haché avec des chapitres à respecter chaque jour, etc. C'est Marine du compte Instagram Shady Words qui organisait ça et j'ai beaucoup trop aimé en fait, donc je la remercie encore de m'avoir inclus dans tout ce petit groupe de lecture commune. C'était super sympa d'échanger avec plein de gens là-dessus. Et à la base, il y aurait dû avoir une lecture commune du tome 4 prévue dans les mois à venir, sauf que moi je voulais pas attendre, donc j'ai fait cavalier seul pour le tome 4 et je l'ai déjà lu. Du coup voilà, je vais vous parler donc de ces 4 tomes. Donc déjà je vais commencer bien sûr avec le premier, je vais poser le contexte. Donc en fait on suit Ophélie qui est une animiste, donc une habitante de l'Arche qui s'appelle Anima. Elle est assez jeune, elle est maladroite et elle a 2 pouvoirs. Donc elle est liseuse, donc c'est-à-dire que sur l'Arche d'Anima, les objets sont animés, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils réagissent aux émotions. Par exemple, si quelqu'un veut réparer des objets, il se répare tout seul, enfin bref, des trucs comme ça. Et Ophélie, elle, un de ses talents, c'est d'être liseuse. Donc c'est-à-dire qu'en fait, avec ses mains, elle peut prendre un objet et poser sa main dessus et en fait ça va la ramener dans le passé, qu'est-ce que cet objet a vécu, qui l'a touché avant elle, etc. Enfin voilà, donc c'est un pouvoir, vraiment j'ai trouvé ça super original de conférer des pouvoirs au personnage. Du coup voilà, elle a ce premier pouvoir là et le deuxième pouvoir, comme le nom l'indique, c'est la passe miroir. Elle est passe miroir, c'est-à-dire qu'en fait il y a un miroir et elle peut traverser et elle réapparaît dans un autre miroir où elle s'est déjà reflétée avant. Enfin c'est vraiment un moyen de locomotion un petit peu qui est propre à peu d'individus. Pourquoi le premier tome s'appelle Les fiancés de l'hiver? C'est parce que en fait il y a l'intendant du pôle, donc qui est une autre arche, qui va venir en fait voir Ophélie sur Anima pour l'épouser en fait. Voilà, donc c'est un peu son prétendant, même si elle est pas trop pour et lui non plus. Thorn, l'habitant du pôle qui veut se marier avec Ophélie, il veut se marier avec elle en fait pour intérêt, sauf qu'elle elle le sait pas et du coup elle va aller le suivre au pôle parce que bah, elle a pas le choix tout simplement et elle va rencontrer là-bas d'autres personnages. La famille de Thorn va donc demander à Ophélie de devenir valet en fait, elle va vraiment se déguiser etc pour pas qu'on la reconnaisse parce qu'ils veulent pas que les habitants du pôle sachent que Thorn va se marier avec une animiste. Du coup voilà pour le contexte du tome 1. J'ai pas envie d'en dire plus parce que je pars du principe que si vous l'avez pas lu ou même si vous l'avez lu, ça sert à rien que je raconte l'histoire totalement, sinon ça n'a plus aucun intérêt, mais c'était juste pour poser le contexte. Donc voilà pourquoi Ophélie est partie au pôle. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai bien aimé parce que justement c'est un univers qui est très original, voilà, des petites arches un peu disséminées partout, il me semble qu'il y a 21 ou 22 arches principales si je dis pas de bêtises, puis après plein de petits îlots partout, mais voilà, c'est des arches qui sont vraiment suspendues dans le ciel, c'est comme des pays ou des continents en fait si vous voulez, qui sont relativement petits quand même. Et j'ai beaucoup aimé ça et ce qui est bien c'est que chaque arche a des pouvoirs familiaux comme je vous l'ai dit. Donc par exemple sur Anima c'est cette faculté d'animer les objets, de les lire, etc. Et sur l'îlot de Thorn par exemple, donc sur le pôle, sur cette arche là, la famille de Thorn en fait a des griffes, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire mal aux autres sans les toucher, enfin des trucs comme ça. Donc je trouve ça juste trop bien. Ce qui est donc globalement de ce premier tome, je l'ai bien aimé puisque voilà c'était quand même une histoire qui sort de l'ordinaire, un petit peu originale. Je vous avoue que j'ai eu une petite pointe de déception quand même parce que j'ai tellement entendu parler de la passe miroir par des membres de ma famille, par Instagram, par YouTube, partout,
que j'avais beaucoup trop d'attentes je pense en fait, donc j'ai forcément eu une pointe de déception, surtout que je sais pas, il y en a qui vont me détester mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Voilà, Ophélie est quand même le personnage principal, avec Thorne bien sûr, mais j'ai plus réussi au fur et à mesure des tomes à m'attacher à Thorne que à m'attacher à Ophélie, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à me reconnaître dans ce personnage. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait un petit bémol pour ce premier tome, c'est que vraiment j'ai pas réussi à rentrer à fond dans l'histoire en fait parce que j'arrivais pas à m'attacher au personnage tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon sinon ça reste vraiment un univers très imaginé, enfin c'est vraiment un truc de dingue, c'est super original et c'est du jamais vu auparavant en fait parce que c'est du fantastique tout en étant plausible, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment très bien fait. Du coup voilà, pour ce qui est des fiancés de l'hiver, j'ai beaucoup aimé ce tome, voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire dessus. Maintenant je vais passer donc au tome 2 qui est mon tome préféré il me semble, du coup celui-ci c'est les disparus de Clair de Lune et la majorité se passe encore une fois au pôle. Alors le tome 2 je l'ai vraiment adoré, c'est mon tome préféré de cette saga en fait parce que Ophélie s'affirme, parce que dans le premier elle est un peu mise à l'écart des conversations d'adultes. Elle doit suivre Thorne au pôle et puis c'est tout quoi, je veux dire, il n'y a pas de... elle n'a pas de concession, elle n'a pas le choix, alors que là elle commence vraiment à s'affirmer. Il faut savoir que sur les différentes arches en fait il y a quelqu'un qui règne, ça s'appelle les esprits de famille, donc ils ont été placés ici par Dieu. Dieu qui va avoir une place énorme, surtout dans le tome 3 et le tome 4 bien sûr. Mais voilà, à partir du tome 2, donc Ophélie commence à s'affirmer face donc à l'esprit de famille qu'il y a donc au pôle et elle comprend qu'elle a été victime d'une machination, que voilà, que c'est un mariage vraiment arrangé parce que ça arrangeait l'esprit de famille parce qu'il avait besoin des talents de liseuse d'Ophélie en fait. Donc voilà pourquoi j'ai bien aimé ce tome, parce qu'il y a vraiment plein de révélations, plein de mystères et il y a beaucoup de suspense parce que comme son nom l'indique c'est les disparus du clair de lune et en fait il y a des disparitions tout au long du roman et on apprend en fait que Dieu est à l'origine de ces disparitions et donc là s'ensuit une sorte de bataille un peu psychologique, pas très violente mais surtout psychologique entre Thorne, Ophélie et Dieu, donc Thorne et Ophélie face à Dieu forcément. Voilà, ils commencent à s'allier, donc ils commencent à s'apprécier on va dire, et Thorne se retrouve emprisonné malgré lui et il va perdre une jambe, donc après il aura une jambe de bois même si elle est robotisée. On commence à voir planer le sombre danger de Dieu, donc qui est Dieu, pourquoi est-il ici, sachant en plus que Dieu prend l'apparence de n'importe qui, voilà, il peut prendre l'apparence d'Ophélie et on va se retrouver avec deux Ophélie à côté, enfin voilà, vraiment on arrive dans un côté un peu plus surnaturel, un peu moins plausible, mais voilà, c'est quand même une saga, je sais pas si c'est de la fantaisie vraiment, je pense qu'on peut qualifier ça de fantaisie, mais les choses commencent un petit peu à se corser à la fin de ce tome 2. Il me semble que c'est dans le tome 2 que Ophélie et Thorne se marient vraiment mais de façon très précipitée. Thorne est contraint de fuir le pôle à la fin de ce tome et Ophélie est contrainte de retourner sur Anima et donc le tome 3 commence là-dessus. On ne sait pas où est Thorne, il a disparu depuis, il me semble que c'est 3 ou 4 ans, et Ophélie se morfond toute seule sur Anima, voilà. Thorne lui manque quand même d'un côté parce qu'elle commence à avoir de l'affection pour lui, et elle sait pas où il est, elle a pas de nouvelles, elle est toute seule sur Anima, surveillée 34 heures sur 34, ça n'existe pas mais pour vous dire qu'elle est surveillée tout le temps, donc elle peut même pas retourner au pôle pour revoir la famille de Thorne, etc., pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Thorne disparaît subitement. Le tome 3, je vous avouerai que je l'ai pas aimé, vraiment. Bon, forcément il y avait des choses bien dedans, forcément, puisque l'univers est quand même dingue, mais ouais, la mémoire de Babel, parce que c'est son nom, je l'ai pas beaucoup aimé. Donc dans ce début du tome de la mémoire de Babel, Ophélie arrive à s'enfuir d'Anima avec l'aide en fait d'un de ses anciens compagnons d'armes, si je peux appeler ça comme ça, qui s'appelle Archibald, donc qui était au pôle. Donc voilà, elle va réussir à s'enfuir grâce à lui et elle va arriver dans un endroit, une sorte de grosse pièce en fait, où elle va retrouver aussi des anciens compagnons, des amis à elle en fait qu'elle avait quand elle était valet, donc dans le premier tome, donc ça date, et ils vont l'aider en fait à passer des chemins qui l'amènent sur une autre arche directement, et elle a toutes les raisons de croire que Thorne se trouve sur l'arche de Babel, donc celle-ci qui est régnée par deux esprits de famille, donc Hélène et Pollux, et donc elle va se rendre toute seule, livrée à elle-même, sur l'arche de Babel pour tenter de retrouver Thorne. Et forcément elle va arriver là-bas, elle va rencontrer différentes personnes. Elle arrive donc sur l'arche de Babel et elle pense que Thorne se trouve dans un très grand bâtiment.
dans lequel il y a des étudiants qui apprennent en fait à devenir des avant-coureurs. Donc c'est des personnes en fait qui servent la patrie, si je peux dire ça comme ça. Et sur cette arche en fait il y a des mots interdits, tout ce qui est en rapport avec le meurtre, la guerre, toutes les insanités en fait, c'est interdit de les prononcer au risque de se faire emprisonner, enfin bref, voire pire. Donc c'est pour Ophélie un cadre très nouveau, très différent de tout ce qu'elle a pu vivre, sachant parce que voilà, elle est un peu livrée à elle-même puisque elle arrive là-bas, elle connaît personne, elle a du mal à comprendre le fonctionnement de l'arche et du coup voilà, elle est embrigadée un petit peu sans avoir le choix dans toute cette hiérarchie d'avant-coureurs, d'études, etc. Il y en a qui en font voir bien sûr de toutes les couleurs. Elle cache son identité, elle décide de s'appeler Eulalie Dieu et non plus Ophélie. Voilà, donc elle s'est créé un nouveau nom qui lui est sorti vraiment spontanément. Elle a commencé sa quête pour retrouver Thorn, qu'elle va finir par retrouver. Il était effectivement caché dans un endroit un petit peu inaccessible. Ils vont essayer de percer ensemble le mystère de savoir qui est Dieu, pourquoi il revient maintenant à la charge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut. Et du coup ce tome était intéressant dans le sens de la recherche et de l'alliance qui commence à se former entre Ophélie et Thorn. Voilà, je me disais on attendait quand même cette alliance depuis assez longtemps et la voilà enfin. Donc voilà, il y avait quand même des caractères dans ce tome qui étaient très intéressants, mais ce que j'ai pas aimé moi en fait c'est l'Arche de Babel, tout simplement. C'est un univers que je déteste, donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé ce tome. C'était plutôt par rapport au lieu dans lequel il se déroulait, que ce soit l'univers ou les personnages qu'Ophélie peut rencontrer au fur et à mesure du tome. Il y en a certains qui m'ont paru à un moment un petit peu malhonnêtes vis-à-vis d'Ophélie, même ceux que j'aimais bien à un moment, donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à accrocher encore une fois avec tous les personnages qui sont présents dans ce tome, et j'ai surtout eu du mal à accrocher avec le lieu. J'en arrive donc maintenant à vous parler du quatrième et dernier tome, qui est celui qui a vraiment fait énormément de débats, surtout sur Instagram. J'ai pas trop regardé sur YouTube, mais je sais que sur Instagram il a fait beaucoup parler de lui, déjà parce que tout le monde attendait sa sortie, mais aussi parce que bon nombre d'entre les lecteurs ont été déçus. On peut comprendre après sa lecture, même si pour moi c'était quand même la continuité entre guillemets logique. Bon, il y a quand même des petites choses, je suis pas très d'accord, j'aurais aimé que ça se termine autrement. Comme je vous ai prévenu en début de vidéo, je vais pas spoiler, donc je vais pas tout raconter, surtout vis-à-vis du quatrième tome, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas encore lu. Et voilà, je vais un petit peu quand même juste vous poser le contexte. Dans le quatrième tome, ça devient un petit peu une vision apocalyptique de tout ce qui se passe, puisque voilà, il y a toujours Dieu qui court, personne ne sait trop où il est. On apprend, je sais plus si c'est dans le tome 4 ou dans le tome 3, mais on apprend en fait qu'Ophélie est liée à Dieu d'une certaine manière, surtout depuis qu'elle s'appelle Eulalie Dieu, sachant que Dieu, avant de devenir Dieu, s'appelait Eulalie Dieu, et du coup les deux fusionnent. Voilà, donc c'est très compliqué pour Ophélie de gérer tout ça. Elle est toujours bloquée sur l'Arche de Babel. L'histoire se passe encore à Babel, sauf que cette fois-ci ça m'a moins dérangé que dans le tome précédent, puisque la quête tourne autour de Dieu et non pas autour de l'arche en elle-même. Je veux dire, on ne parle pas beaucoup de l'arche en elle-même, donc ça m'a moins gênée dans ce tome-là, sachant qu'il y avait énormément de suspense dans celui-ci. Donc la toute première partie, je me suis quand même pas mal ennuyée, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Ophélie et Thorn continuent leurs recherches chacun de leur côté. Ophélie va donc infiltrer un laboratoire médical, si je peux dire ça comme ça. Elle inclut ce laboratoire parce qu'elle pense en fait trouver les réponses à ses questions par rapport à Dieu, à cet endroit-là en fait, tout simplement. Du coup c'est pour ça qu'elle infiltre ça. Thorn aussi l'infiltre, mais d'une manière différente. Il se retrouve prise dans des choses pas possibles. Elle va avoir plusieurs face-à-face avec Dieu, mais également des face-à-face avec elle-même et avec cet autre qui est en fait son autre elle-même. Enfin c'est un truc de dingue. Dans ce tome-là, il y a vraiment une quête d'identité qui est très très forte, qui est très très présente, très prononcée. Cette identité sur le soi, une introspection de soi-même. Donc Ophélie se demande qui elle est elle-même. On a même des questions, qui ai-je, qui suis-je, questions un peu bizarres que personne se pose de cette façon-là en fait, qui vont donc être amenées dans ce tome, et je trouve que ce tome est très bien ficelé dans le sens où ce tome porte énormément à la réflexion, très très philosophique, je peux dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une telle progression tout au long de la saga. Plus on avance dans les tomes, plus on arrive dans des choses psychologiques et relativement compliquées à comprendre. Je suis sûre que si je relisais le tome 3
3 ou 4 fois, à chaque fois j'aurai des nouveaux éléments que je comprendrai plus, j'en suis certaine. Donc voilà, c'était un tome un peu compliqué quand même à comprendre au premier abord, donc il m'a mis pas mal de temps à lire parce que voilà, il y avait quand même énormément de difficultés de compréhension pour ma part. J'ai dû relire des passages plusieurs fois, etc. Parce que entre l'autre, entre elle-même, entre Dieu, entre son autre, son surmoi, son ça, enfin bref, plein de choses vraiment qui sont de l'ordre philosophique en fait. Donc c'était très très intéressant de ce point de vue. La fin était inattendue en ce qui me concerne. Je m'attendais pas à une fin pareille. C'est une fin ouverte, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi après cette fin. Personnellement, moi je suis pas une grande fan des fins ouvertes, je vous avoue, parce que pour moi forcément ça a un goût d'inachevé quand c'est des fins ouvertes et j'ai envie de savoir la suite, mais je sais qu'il n'y aura pas de suite. Donc je trouve ça dommage parce que voilà, les fins ouvertes c'est vraiment pas mon délire. Mais c'est comme ça, c'est le choix de l'auteur d'avoir fait ça. Je pense que c'est pour prolonger la réflexion encore qu'elle a fait ça. Mais voilà, en tout cas dans le dernier tome, c'est vraiment apocalyptique. Les arches sont en guerre face à Dieu, qui est à la base le créateur des arches, des esprits de famille, etc. Donc c'est un duel assez conséquent. Et ouais, c'était vraiment un tome, moi je trouve, magistral. J'ai quand même préféré le tome 2 au tome 4, mais je pense que le tome 4 arrive quand même en deuxième position. J'ai pas aimé la première moitié en fait, comme je vous l'ai expliqué, je trouvais qu'elle était un petit peu dénuée de sens, qu'elle avait pas trop d'intérêt pour l'histoire en fait, tout simplement pour la progression de l'histoire. Donc écoutez, c'est pour ça que j'ai préféré le 2 au final. Donc voilà, pour la conclusion de cette saga, c'est une très très bonne saga que je vous recommande si vous aimez toute la fantasy, si vous aimez faire travailler votre imaginaire, si vous voulez quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'était quand même très très bien réfléchi et recherché. Donc voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est pour ça que mes yeux vont à droite à gauche, mais j'ai un petit peu du mal à exprimer vraiment ce que j'ai ressenti face à cette saga. Ce que je peux vous dire juste, c'est lisez cette saga et faites-vous votre propre avis. Donc voilà, moi je vous l'ai dit, le dernier tome m'a beaucoup plu, après il y en a qui l'ont pas aimé, qui ont trouvé que c'était pas une fin digne de toute la saga, qui ont été très déçus. Personnellement, moi je vous avais dit c'était plus au commencement de la saga que j'avais été déçue plutôt qu'à la fin. Mais voilà, chacun voit la chose à sa manière. Et pour se faire son réel avis, tout simplement il faut le lire soi-même. Voilà, on peut pas se faire un avis par rapport aux avis des autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé un petit peu d'expliquer comme je pouvais mon ressenti et un petit peu vous résumer chaque tome au cas où ça vous intéresserait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, que je pourrais faire d'autres vidéos sur mon ressenti par rapport à d'autres sagas. Par exemple, en ce moment je suis en train de lire Six of Crows, le tome 1, et du coup une fois que j'ai fini le tome 2, pourquoi pas en faire une vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram si vous voulez un petit peu en savoir plus sur toutes mes lectures. Et puis moi j'étais très contente de tourner cette vidéo, et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre. Bye.